Iceberg Slim, Pimp, Mémoire d'un maquereau. Chapitre 9. Le papillon. Lorsque je me réveillai, le soleil de midi brillait au dehors. J'entendis alors comme une armée de rats qui s'agitait du côté du placard. Je jetai un coup d'œil. C'était la demi-portion. À genoux dans la penderie, elle cherchait frénétiquement quelque chose au milieu des valises et des chaussures éparpillées. La bosse que j'avais à l'arrière du crâne me lançait douloureusement. Je la caressai et sentis une croûte de sang sécher sous mes doigts. Qu'est-ce qu'elle est en train de foutre, pensais-je en contemplant le postérieur de la demi-portion. Dis donc, pétasse, tu pourrais pas mettre une sourdine? J'ai mal à la tête. À peine réveillé, la première chose que je vois, c'est le gros cul noir d'une idiote de pute en train de creuser une tranchée dans le placard. Il doit y avoir des façons plus agréables de commencer la journée. Je cherche l'herbe, répondit-elle en se retournant vers moi. Je me sens déprimé. Où est-ce que tu l'as caché? Je ne l'ai pas trouvé quand je suis revenu hier soir. Je me levai et plongeai la main dans la poche du manteau. Sans sortir la boîte, je mis la coke à part avant de lui donner l'herbe. Sur la commode, il y avait 2 malheureux billets de 10 $. Je retournai me coucher. Je la cache toujours à l'extérieur. Je ne veux pas revenir ici et voir un flic me mettre sous le nez une boîte qui pourrait me coûter 1 ou 2 ans de tôle. Alors tu n'as rapporté que ces 2 petits billets de merde hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait braquer? C'est quand même pas l'herbe qui te rend paresseuse, j'espère. 20 $ pour une jeune pute lubrique, je trouve ça scandaleux. 20 $, c'est ce que t'as rapporté ton premier client, ton petit chéri aux yeux bleus. T'as passé le reste de la nuit à glander ou quoi? Je te préviens, si jamais je découvre que tu baisses toute une nuit avec tes michetons pour 20 $, je te descends. Assise à côté de moi, au bord du lit, elle léchait le joint qu'elle s'était roulé. Elle tourna vers moi un regard de défi. Mon chéri, je suis ta femme. Si jamais j'arrêtais de t'aimer, je cesserais de tapiner. Si tu ne me tuais pas avant, je me trouverais un autre noir quand nous nous serions quittés. Mais pour l'instant, je suis avec toi à 100%. Les michetons blancs ne m'excitent pas du tout. J'ai envie de vomir quand ils me plottent en me bavant dessus. Je leur dis des petits mots d'amour, mais en réalité, je les déteste. Tout ce qui m'intéresse, mon chéri, c'est leur fric. C'est ça qui m'excite. Je trouve ça formidable que ce soit moi, une négresse ou une pute, qui leur prenne leur pognon. La plupart d'entre eux sont de bons bourgeois, bien convenables dans le monde des blancs. Certains me montrent des photos de leurs femmes et de leurs enfants, des femmes très belles et des mômes ravissants. Mais moi, je me sens bien supérieur à ces blanches qui vivent dans le luxe et la tranquillité. Ces femmes ont des négresses pour les servir et elles se moquent d'elles. Elles pensent que nous, les Noirs, nous ne savons rien faire d'autre que nettoyer et sourire bêtement. Elles auraient une attaque si elles voyaient leur micheton de mari gémir de plaisir en léchant une négresse entre ses cuisses. Moi, je n'ai pas la peau blanche, je n'ai pas de beaux cheveux soyeux, mais je sais bien que les blancs ne quittent pas chaque soir leur paradis pour l'enfer simplement pour faire un tour en voiture. Ils viennent parce que les blanches aux fesses coincées qui sont au paradis, non parce que les putes noires de l'enfer possèdent entre leurs jambes. Je suis noir, je suis tout en bas de l'échelle, mais je partage avec les maris blancs des secrets que leurs femmes de la haute société ignorent. Excuse-moi, chérie. On a si peu l'occasion de se parler que je me suis un peu emporté. Tu sais, je ne me laisse pas faire, sauf par toi, bien sûr. J'avais l'intention de te raconter dès ce matin ce qui s'est passé pendant la nuit, mais tu m'as envoyé me coucher. Tu te souviens? Après avoir emmené Chuck au Martin, je me suis fait arrêter. 2 flics blancs de la brigade des mœurs m'ont alpagué. Ils m'ont fait faire un tour dans leur voiture et ils ont commencé à me ploter. L'un était un affreux petit salaud, l'autre un blond assez sympa qui était plutôt gêné pour moi. L'affreux a dit: Cette pute est la coupable idéale dans cette affaire des 8 plaintes pour vol. On devrait l'amener au bureau et la montrer aux témoins. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, Karl? Après tout, c'est une pute. Blondinet a répondu: Tu sais, Max, c'est pas une professionnelle, c'est simplement une jolie fille plutôt sexy, qui a sa mère à sa charge. Tu sais comme c'est difficile pour les Noirs d'avoir un toit et de faire 3 repas par jour dans cette ville. On ferait mieux de lui foutre la paix et de la libérer. Nom de Dieu, Max, cette fille a une sacrée paire de cuisses. Elle a la peau douce comme de la fourrure. Je sais que t'as un faible pour les négresses, a dit l'affreux. Cette fille dit qu'elle n'a pas un sou, mais je ne vais pas lui donner un laissez-passer rien que pour ses fesses. Si elle n'est pas trop timide pour nous montrer comment elle taille des pipes, peut-être, je dis bien peut-être, que je la laisserai tranquille. Je vais me ranger dans cette allée, Karl. Toi, tu vas essayer ces 2 étages. Si tu n'es pas fou de joie quand tu auras fini la visite, je l'embarque et je la boucle en lui collant les 8 plaintes pour vol sur le dos. Avec un peu de chance, elle prendra pas plus de 2 ans de tôle. À ce moment-là, Blondinet m'a mis la tête entre ses jambes et on s'est installé sur la banquette arrière. Ce sale vicelard Max nous tournait autour en braquant sa torche sur nous. J'ai fait hurler Blondinet et quand j'en ai eu fini avec lui, Max est venu le remplacer. Pendant une demi-heure, il m'a traité de tous les noms les plus dégueulasses. Il m'a donné des coups, il m'a pincé. J'ai mal partout. Blondinet le suppliait d'arrêter. J'ai l'impression qu'il m'a déchiré quelque chose dans le cul.
J'ai vraiment passé un sale moment. Finalement, ils m'ont laissé partir. Max m'a dit de m'arranger pour qu'il ne retombe jamais sur moi. J'avais la trouille. C'est pour ça que je suis rentré à la maison. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de fric. Max va me coffrer s'il me revoit. Il faut que tu me trouves une autre rue pour tapiner. Espèce de pauvre conne. Tu te crois très intelligente parce que tu as découvert que les bons viennent en douce dans le ghetto pour se taper des putes. Tous les nègres qui sont bouclés dans ce quartier le savent depuis longtemps. Et tu n'as pas de quoi te vanter sous prétexte que ces imbéciles de blancs sont suffisamment malades pour délaisser les jolies chattes du paradis et venir en enfer fourrer leur nez dans ton cul noir et puant. Espèce de dégonflé. Tu t'es fait choper par les flics et ils ont réussi à te faire gober qu'ils pouvaient te coller une accusation bidon sur le dos. T'es donc trop con pour comprendre qu'il me suffisait d'un peu de fric pour te sortir de là. Tu t'es foutu le doigt dans l'œil ou plutôt dans le cul, et tu as préféré te débiner comme un lapin avec 2 minables billets de 10 $ après avoir laissé ces 2 connards de flics te baiser par tous les trous. Pauvre idiote. Tu crois que je vais te trouver une autre rue pour tapiner, alors que tu viens de recevoir un permis officiel pour continuer dans celle-ci? Tu n'as pas à te faire de moron à propos de Max et de son copain. Crois-moi, tu peux bosser ici aussi longtemps que tu n'auras pas un cancer du cul ou un blocage de la mâchoire. Et si tu ne te tires pas immédiatement, pétasse, je finirai grillé sur la chaise électrique pour t'avoir coupé en morceaux. Habille-toi, descends dans la rue et démerde-toi pour apporter du pognon. Et ne t'avise pas de rentrer avant de m'avoir téléphoné. Je ne bougerai pas d'ici. Pendant son topo, elle avait tiré sur le joint et elle planait quand je lui avais expliqué comment elle s'était fait avoir par les 2 flics. Dès que j'eus terminé, elle se leva d'un bond et alla s'habiller en tournant sans cesse la tête vers moi. Elle savait que j'étais en rogne. Après l'avoir menacée de la couper en morceaux, elle avait peut-être peur que je lui colle mon cran d'arrêt dans les fesses. Elle se dépêcha de sortir et j'ai appelé Silas pour qu'il m'apporte à manger et s'occupe de donner mes chemises au blanchisseur. Après avoir mangé, je sniffais un peu de coke. Un peu plus tard, je me fis un fixe. À part la bosse qui me faisait encore un peu mal, je me sentais bien, à présent. Je repensais à Satan et à son démon qui m'avait demandé mes papiers. J'appelais Silas qui m'indiqua comment faire pour en avoir. Pour 20 $ en dessous de table, je pouvais me procurer un permis de conduire sans avoir besoin de passer l'examen. Je m'habillais et allais m'en occuper. 1 heure plus tard, j'étais de retour. J'en avais obtenu un sans difficulté. Je poussai un fauteuil devant la fenêtre et m'y installai avec mon matériel d'espionnage. Il faisait encore jour. Je ne vis pas la demi-portion dans la rue. Je braquai mes jumelles sur la gargote d'en face. Elle était assise au comptoir et discutait avec un grand type en salopette qui semblait porter le mot Micheton gravé sur son front. Je les vis sortir ensemble et traverser la rue en direction du Martin Hotel. Le souffleur de saxo au visage ravagé, celui qui habitait l'appartement 422 de l'autre côté du couloir, sortit derrière eux. Il était seul. Il monta dans une Ford cabossée et démarra dans un bruit de vieille locomotive. J'eus alors une idée. Après tout, il n'était pas impossible que la demi-portion me laisse tomber. Je décrochai le téléphone et demandai l'appartement 422. La jolie métisse qui avait abandonné le métier de pute me répondit. J'étais content que ce bon vieux Silas m'ait tuyauté sur elle. Je pouvais adapter mon baratin en conséquence. Essaie de garder ton sang-froid, bébé. Je suis le grand type au regard rêveur et sensuel qui habite au 420, de l'autre côté du couloir. Celui qui avait une jolie serviette autour de ses hanches sexy. Et j'ai toujours les mêmes hanches que tu as passées au rayon X la première fois que tu les as vues. Tu te souviens de cette bosse si appétissante que tu as mangé des yeux? Peut-être, mais il ne faut pas m'appeler. Je ne veux pas d'ennui. Qu'est-ce que vous voulez? Une dame ne peut pas accepter de recevoir des coups de téléphone d'un étranger. 1 million de $ et un voyage dans la lune pour une jolie fille séquestrée qui s'ennuie horriblement. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas un étranger. J'ai tiré l'élastique de ton slip dès le premier moment où tu m'as vu dans le couloir. Elle gloussa de rire. Je sentais l'excitation dans sa voix. Le souffleur de saxo l'avait retirée de la scène, mais la pute était encore vivante et active en elle. Elle avait de la classe. On voyait qu'elle avait fait autre chose au lycée que de baiser dans l'escalier de secours. Je ne bois pas, et d'ailleurs, je ne vous connais pas. Tu m'as rencontré dans le premier rêve torride que tu as fait, tu te souviens? Tu sais, ce beau garçon dans tes rêves de petite fille qui disparaissait au moment où tu te réveillais avec les cuisses mouillées. Tu l'attendais, tu l'espérais. Eh bien, tu as de la chance, ma belle, je viens de sortir de ton rêve et je suis bien vivant, bien réel, derrière la porte d'en face. Viens me voir, je te ferai découvrir des tas de choses. Ne t'inquiète pas pour ton chien de garde. Je l'ai vu sortir de la gargote d'en face et se tirer en voiture il y a 10 minutes. Bébé, il va falloir que je demande à une de mes putes de te faire un gâteau avec une scie à l'intérieur. Tu n'es pas marié à l'une d'elles? Je ne veux pas me faire couper la gorge. Respirer est une vieille habitude à laquelle je tiens. Oui, je suis marié. Marié au monde des putes. Et tu es toujours membre du club. Tu as simplement oublié de payer ta cotisation ces derniers temps. Peut-être que si tu n'es pas trop abîmé, je pourrais te remettre en état. Allez, viens. Je suis à poil. Il faut que je passe quelque chose.
Je serai là dans quelques minutes. J'espère que tu n'es pas un junkie. Moi, je ne prends que de l'herbe. Non, ma chérie, je suis un amant qui demande de l'argent. J'ai de la noire premier choix, bébé. Ça te va? Je raccrochais puis allais me poudrer devant le miroir de la commode et me coiffer avec une brosse humide. Mes cheveux étaient noirs, brillants et bouclés. J'allais chercher dans le placard une extravagante robe de chambre jaune que j'avais achetée la veille du jour où Dalansky m'avait alpagué dans le dancing. Dès que je l'avais vu dans le couloir, j'avais commencé à lire dans son jeu. Je me souvenais de son regard rivé sur mon bas-ventre. Cette fois, je n'avais pas de serviette autour des hanches et à la première occasion, j'allais la mettre en effervescence, en m'arrangeant pour que les pans de ma robe de chambre lui laissent apercevoir ce qui l'intéressait. Peut-être parviendrais-je à shooter un peu de cocaïne dans son bras vierge. Ce serait un bon moyen pour l'aider à s'ouvrir. Peut-être même réussirais-je à la voler au balafré et à la mettre sur le bitume dès le lendemain. Cette jolie pétasse est à mon niveau, pensais-je. C'est pas une de ces vieilles putes endurcies avec des millions de kilomètres au compteur. Elle n'a pas plus de 19 ans et elle est plus sexy que les plumes d'un pan. Je vais lui faire le numéro du type cool et la cuisiner un peu, mine de rien. Elle s'est peut-être fait virer du circuit par un Mac. C'est peut-être comme ça que le balafré a réussi à la récupérer. Je resterai dans mon rôle de Mac, mais j'arrondirai les angles avec un peu de baratin grand style. Je vais peut-être essayer les conneries genre gigolo dont les Macs blancs parlaient en tôle. Et je vais appeler Silas. Ce n'est pas le moment d'avoir des ennuis avec le balafré. J'allais déverrouiller la porte, puis je demandai Silas au téléphone. Écoute vieux, c'est important. Je dois voir la métisse au gros cul qui habite au 422. Je vous file 5 $ chacun, à toi et à la réceptionniste, pour que vous me préveniez dès que le balafré se pointera. J'ai pas envie qu'il soit au courant pour l'instant. D'accord? T'as une sacrée veine, mon petit salaud. T'es aussi verni qu'une tentouse dans les douches d'un hôtel pour hommes. J'espère que tu as du sel et du poivre, petit. T'en fais pas, on te préviendra. Je coincerai l'ascenseur quand je le remonterai. Et dis-moi, petit, je pourrais mater un peu. Je raccrochais. J'avais senti une bouffée d'air frais sur mes chevilles. Je retournai dans le living. Ce qu'elle avait mis sur son dos se résumait à presque rien. Elle s'assit dans le fauteuil devant la fenêtre et croisa les jambes. Elle cessa de regarder dans la rue et tourna la tête vers moi. Elle portait un déshabillé noir qui lui descendait jusqu'aux cuisses et sur lequel étaient cousus des papillons roses. Un slip de soie blanche brillait à travers l'étoffe noire. Avec sa silhouette bien dessinée, elle avait l'air d'une jeune fille en fleurs à la peau café au lait. Ses cheveux d'ébène étaient remontés sur sa tête comme une couronne de satin noir. Un tic insistant agitait le coin de ses lèvres d'un rouge pastèque. Si jamais elle me faisait le coup de l'entasie, celle aussi, je me jurais d'abandonner les putes et de me reconvertir chez les tentouses. Salut, dit-elle. Je me demande toujours ce que je fais là. Ne gâche pas la fête, bébé, répondis-je. Et ne te pose pas de questions stupides. De toute façon, tu n'échapperas jamais à cette étincelle qui brille désespérément en toi. Cette électricité à la fois douce et terrible qui pousse le garçon de ferme à embrasser la brebis. Cette énergie qui fait hurler le matou au fond d'une allée. Tu sais bien de quoi je parle. Alors détends-toi. Je vais te rouler un pétard, bébé. La chance a tourné pour toi. Tu as touché le jackpot, tu m'as trouvé. Ah, au fait, je m'appelle Blood. Enchanté, Blood. Moi, c'est Christine. Et je préfère qu'on m'appelle Chris. Je ne peux pas rester très longtemps, il faut que je fasse attention, mon mec est très jaloux. Chris, tu vas très vite t'apercevoir que tu as devant toi un numéro hors série. Tu pourrais très bien rester toute ta vie avec moi en ayant l'impression qu'il s'est passé 1 heure. Tout ce dont on a besoin tous les deux, c'est de se comprendre. Et toi, tu as besoin d'un homme. Par-dessus la tête de Chris, je vis la demi-portion jeter un coup d'œil vers la fenêtre au moment où elle montait dans la voiture d'un micheton blanc. Le crépuscule balayait la lumière du jour avec un chiffon pourpre. J'allai dans la chambre, préparer un fixe que je glissais dans ma poche, l'aiguille en l'air, puis je roulai 2 pétards, l'un avec de l'herbe, l'autre avec du tabac de cigarette. Je sniffai un peu de coke, pris une serviette pour boucher le bas de la porte d'entrée et allumai un peu d'encens. Je donnai le vrai pétard à Chris et l'allumai, en même temps que le faux pour moi. Avec un lot dans son genre, je ne voulais pas que l'herbe me brouille les idées. Je risquais de me réveiller en m'apercevant que je m'étais fait avoir. Même si j'avais eu affaire à Greta Garbo en personne, je voulais de l'argent avant de jouer l'amant. J'allai chercher un autre fauteuil. Nous étions assis face à face dans la lumière du soleil couchant. J'attendis que l'herbe ait fait son effet dans sa tête. Le pétard entre ses doigts n'était plus qu'un mégot. Je le glissai dans une cigarette pour qu'elle le finisse. Son regard était devenu rêveur. Nom de Dieu, chérie, je plane, dit-elle. Je vais te dire quelque chose qui va te faire rire, Blood. Tu sais ce que j'ai pensé quand je t'ai vu pour la première fois avec cette serviette? Tu as pensé, oh là là, j'ai la chatte qui me démange. Ce joli salaud m'a l'air d'un Mac. Si seulement j'étais encore une pute. J'aimerais bien embrasser Mister Bandeur l'empaleur sous cette serviette. Je me trompe, ma belle vicieuse? Elle gloussa et avança son fauteuil contre mes genoux. Elle se laissa glisser contre le dossier en cuir et posa les talons de ses chaussures roses sur mon fauteuil.
J'étais pris en sandwich entre ses deux grandes jambes dorées. Dans la rue, le réverbère s'alluma et l'illumina comme un projecteur. Elle continuait de rire. Mes doigts se refermèrent sur le fixe de cocaïne dans la poche de ma robe de chambre. Je le sortis sans qu'elle le voie et le cachai contre la coudoir de mon fauteuil. Je voyais des veines bleues palpiter sur ses cuisses. La cocaïne m'avait mis dans un état de totale froideur. Je soulevai sa jambe gauche et frottai ma joue contre sa peau. Je lui mordillai le genou. Elle laissa échapper un gémissement. Je la regardai droit dans les yeux. Son rire avait parsemé ses longs cils soyeux de minuscules perles de larmes. À la lumière du réverbère, elle avait la douceur et l'innocence d'une biche. Et moi, je me sentais aussi vieux que Mathusalem. Ne me regarde pas comme ça, dit-elle. Je sais que tu lis dans les pensées. Ton regard me fout la trouille. On dirait Svengali ou ce moine russe qui était complètement dingue. Un jour, j'ai lu un truc là-dessus. Chris, tu vas devenir ma pute. Nous allons partager des tas de choses. Ce joint n'était qu'un hors-d'œuvre. Les joints, c'est pour les poules de bas étage. L'héroïne, c'est pour les minus qui ont déjà un pied dans la tombe. Et pour ceux qui sont beaux et brillants comme nous, il y a la cocaïne. Chris, avec un simple shoot de cocaïne, tu vas entendre une musique magique, des carillons magnifiques qui vont résonner dans ta tête, et tu auras l'impression que je te fais l'amour par chaque pore de ta peau. Je vais allumer un feu secret dans tout ton corps, un feu de sensualité. Ce sera comme un miracle, Chris. Tu auras le plaisir sans la dépendance. Je sais que tu n'es pas une dégonflée. Alors, tu es d'accord pour essayer? Si tu ne me fais pas mal et si ça ne laisse pas de traces sur ma peau. Si ça me fait mal, promets-moi d'arrêter. Et ne m'en donne pas trop, bébé. Où est-ce que tu vas faire la piqûre? Je pris sa jambe gauche et la posai sur le bras de mon fauteuil. J'y vis une grosse veine tout en haut de sa cuisse. J'y enfonçai l'aiguille. Elle eut une grimace de douleur. Le compte-gouttes vira au rouge. Je pressai lentement le caoutchouc. Ses yeux s'agrandirent. Ses dents blanches mordirent sa lèvre. Je vidai le compte-gouttes et retirai l'aiguille. Elle s'était raidie. Elle enleva la jambe de mon fauteuil et frotta ses chevilles contre mes flancs. Sa gorge fut soudain secouée de spasmes. Je me souviens alors comment j'avais vomi la première fois. Je repoussai mon fauteuil et me précipitai dans la chambre pour y prendre la corbeille à papier. Je revins juste à temps. Elle se débarrassa de son trop-plein, et j'allais vider et rincer la corbeille dans la salle de bain. À mon retour, elle souriait en se caressant les jambes. Je suis désolé de ce qui est arrivé, mon chéri. Oh là 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 là. Maintenant j'ai l'impression d'être monté au ciel. Oh bébé, je suis si contente d'être venue. C'est tellement intense ce que je ressens. Ces cloches, c'est quelque chose. Tu en as beaucoup de ce truc-là, bébé? Je veux recommencer ça tous les jours. Retrouver cet état-là à chaque instant de ma vie. Viens, on va s'allonger. Je voudrais que tu me présentes à Mister Bander. Ma jolie, quand tu tapineras pour moi, je te remplirai la tête de bonheur. Mais j'imagine que tu plaisantes quand tu parles de Mister Bander. Il n'a rien à faire d'une fille fauchée qui prétend vivre avec un cave tout juste bon à souffler dans un saxo. Allons chez toi pendant qu'il n'est pas là et prends tes affaires. Tu n'es pas marié avec lui, j'espère. Tu as combien de filles? Demanda-t-elle. Ton écurie est peut-être un peu trop grande pour que je m'y sente bien. Je n'ai pas du tout envie de faire la queue pour avoir ma part d'amour. Réponds à ma question, pétasse. Tu travailles avec les flics ou quoi? Je te préviens, quand tu bosseras pour moi, tu ne t'occuperas de rien d'autre que de ton cul et de mon fric. Allez, réponds. Blood, je ne t'ai pas répondu tout de suite parce que c'est vrai, je suis marié avec lui. Leroy, c'est le nom de mon mari, m'a véritablement sauvé la vie. Il a été merveilleux avec moi. Il était plutôt beau gosse avant. C'est depuis son accident qu'il est devenu d'une jalousie maladive. Ça fait 2 ans qu'on attend des indemnités. Blood, sincèrement, tu es mon genre de mec. Ma vie est un tel gâchis. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais même pas quoi te raconter. Tu me croirais si je te disais que tu es le premier type à qui je parle depuis 2 ans. Blood, je n'aime pas Leroy. Cette cocaïne la faisait parler à toute vitesse. Je ne pouvais pas me l'approprier ce soir à moins de buter le balafré. Je devais changer mes plans. Il fallait la séparer de Leroy le plus vite possible. Elle me rapporterait des paquets de fric. Peut-être même y avait-il un moyen de ramasser en prime un peu de ses indemnités. Bien sûr, je ne pouvais pas attendre éternellement. S'il était impossible de faire autrement, je me contenterais d'elle en renonçant à ma part d'indemnité. Je savais que Leroy finirait par la perdre. Il n'avait aucune chance de tenir bien longtemps avec sa tête d'affreux et sa jalousie maladive. Je me demandais si elle serait entièrement loyale avec moi. Silas m'avait dit que c'était une ex-pute. Chris, fais-moi un topo rapide de ta vie jusqu'à maintenant. Quand tu auras fini, je pourrai répondre à toutes tes questions. D'accord, mais laisse-moi m'asseoir sur tes genoux. J'acquiesçai d'un signe de tête, et elle se hissa sur mes genoux en me tenant par le cou. Je sentais sa joue contre mon oreille. Je sentais contre ma poitrine les battements de son cœur que la cocaïne accélérait. Du coin de l'œil, j'aperçus la demi-portion qui entrait dans la gargote. J'espérais qu'elle ne choisirait pas ce moment-là pour me téléphoner.
Les grosses fesses rondes de Chris répandaient leur tiédeur sur mes cuisses. Dommage que j'ai été si acharné à respecter la règle des maths. Mister Bander me faisait le coup de la rigidité. C'était vraiment un imbécile. Ce pauvre cave ne rêvait que de se jeter dans le lit pour se faire pigeonner par cette poupée lubrique. Heureusement que j'étais là pour le surveiller. Jusqu'à 12 ans, je n'ai que de bons souvenirs. C'est à ce moment-là que ma mère est morte. Mon père avait toujours été gentil et généreux. Il avait toujours travaillé. C'était un excellent charpentier. Mais après la mort de maman, il a très vite changé. Il a descendu mon lit au rez-de-chaussée. Il me disait qu'il voulait que je dorme avec lui, qu'il se sentait tout seul dans son lit après toutes ces années passées avec maman. Au début, il ne s'est rien passé de spécial. Et puis un mois plus tard, j'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé qu'un animal féroce me suçait les seins. C'était horrible. Je me suis réveillé en sursaut. C'était papa. J'ai hurlé. Il m'a envoyé une gifle. Son visage était convulsé dans une expression de haine. On aurait dit un fou que je ne reconnaissais plus. Je me suis évanoui. Quand j'ai repris conscience, papa pleurait et me suppliait de lui pardonner. Au bout de quelque temps, je me suis résigné. Je restais immobile, insensible, pendant qu'il se servait de moi. Je le haïssais de tout mon cœur. À l'école, j'avais l'impression absurde que les autres élèves voyaient ma honte, qu'ils voyaient à quel point j'étais répugnante. Quand j'ai eu 15 ans, je ressemblais à un squelette. À l'époque, il me faisait faire tout ce qu'il voulait. Je suis vraiment contente qu'il soit mort et en enfer. Mon père, ce salaud, me tuait à petit feu. J'étais tellement sur les nerfs que je n'arrivais même plus à faire la vaisselle. Je cassais les assiettes par douzaines, et je ne mangeais même pas de quoi nourrir un oiseau. Un jour, en revenant de l'épicerie, je suis tombé dans les pommes. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Mon organisme n'avait pas tenu le coup, et en plus j'étais enceinte. L'hôpital, j'y suis resté un mois. En sortant, je suis revenu habiter chez papa pendant une semaine. Et puis une nuit, pendant qu'il dormait, j'ai pris un peu d'argent et j'ai quitté Wichita avec ce que j'avais sur le dos et rien d'autre. Je suis venu ici et j'ai trouvé un boulot de serveuse. Un jeune Mac du nom de Dandy Louis a commencé à venir me chercher quand j'avais fini de travailler. Au début, j'ai pensé qu'il était millionnaire. Il m'a payé une garde-robe et ensuite il m'a mis sur le trottoir. C'était un salaud de noir. Il était cruel, il adorait me battre avant de me baiser. Il m'a fait bosser dans un bordel dirigé par une de ses putes, et chaque fois qu'il me voyait, c'était pour me botter le cul. C'est curieux, mais même quand mon ventre a commencé à enfler, j'ai gagné du fric. Il y avait plein de michetons qui voulaient une fille enceinte. J'ai perdu le bébé pendant que je m'occupais d'un client. 2 mois plus tard, Dandy s'est ramassé 50 tôles pour traite de blanche. Après ça, je suis devenu barmaid, et c'est là que j'ai rencontré Leroy. Il avait un contrat dans la boîte où je travaillais. J'étais malade à l'époque. Je me suis évanoui 2 fois pendant le service. Le toubib a dit que j'avais besoin de repos, que je n'allais pas vivre longtemps si je ne me reposais pas tout de suite. Leroy m'a pris en charge, il m'a permis de retrouver la santé. Il était très gentil avec moi. J'avais vraiment besoin de quelqu'un qui m'aime. Je me suis marié avec lui 4 mois avant mes 17 ans. Ensuite, je l'ai accompagné dans une tournée à travers tout le Middle West. Et puis les musiciens se sont disputés et le groupe s'est séparé à Youngstown, dans l'Ohio. Nous nous sommes retrouvés sans un sou. Leroy a trouvé un job dans une blanchisserie industrielle. La 2e semaine, une chaudière lui a explosé à la figure et tu as vu le résultat. Son avocat dit qu'on peut espérer 10 000 $ d'indemnité, qui devrait arriver très prochainement. Leroy me rend folle avec sa jalousie. Ça ne me dérangerait pas de me remettre au turbin. Je tapinerai pour toi, Blood. Je suis d'accord pour marcher avec toi. Est-ce que les choses sont plus claires maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Tu n'as pas eu de chance en amour, dit. Je suis désolé pour toi, bébé. Maintenant, il faut que tu deviennes ma femme. Je dois te protéger, te donner de l'affection, te comprendre. Ne t'inquiète pas, mon petit ange. Avec moi, la vie sera aussi douce que la neige de Sun Valley. Tu seras tellement heureuse que tu en perdras la tête la moitié du temps. En plus, avec ta couleur de peau et la mienne, on pourrait faire un bébé du tonnerre quand on sera riche. Dis-moi, est-ce que Leroy a l'intention de rester un petit moment au Roost? Oh, j'ai oublié de te le dire. Hier soir, c'était son dernier jour. Il voulait prolonger son contrat de 6 semaines, mais il veut laisser tomber l'orchestre. C'est un casse-tête de les faire venir chaque soir à l'heure et sans avoir bu. Il est allé voir un impresario. Je crois qu'il va essayer de trouver un job dans un big band pour faire une tournée sur la côte Est. J'espère qu'il va y arriver. Les chefs d'orchestre tiennent à ce que les femmes des musiciens restent à la maison. Chérie, s'il te plaît, dépêche-toi d'organiser les choses. Je veux être à toi le plus vite possible. J'embrassai sa joue parfumée en me creusant la tête pour trouver le moyen de piquer très vite cette mine d'or au balafré. Le téléphone sonna. Elle s'arracha à son nid. Je me précipitai pour répondre. C'était la réceptionniste de l'hôtel. Elle était dans tous ses états. Excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Le 422 est monté il y a 2 minutes. J'avais des ennuis avec un client qui payait sa note. Je l'ai vu entrer, mais je n'ai pas fait attention jusqu'au moment où je vous ai téléphoné. Vous feriez bien de vous dépêcher. Je me ruai dans le living, l'arrachai à son fauteuil et l'entraînai vers la sortie. J'entr'ouvris la porte, nous jetâmes un coup d'œil dans le couloir.
Le balafré était à une vingtaine de mètres et s'avançait dans notre direction. Il avait un gros paquet de papier sous le bras, sans doute des partitions. Il fit passer le paquet sous son autre bras. L'un des papiers tomba sur le sol. Il se pencha pour le ramasser. Chris avait laissé sa porte entr'ouverte. Je fis un pas de côté et lui donnai une tape sur les fesses. En un éclair, elle traversa le couloir et se glissa chez elle. Le balafré s'était relevé et regardait la bouche ouverte sa porte qui était fermée à présent. Il était sûr de l'avoir vue. Il semblait complètement ahuri. Je refermai ma porte en douceur et restai là, l'oreille collée contre le panneau. Un bruit soudain explosa comme une bombe et me perça à moitié le tympan. Quelqu'un tambourinait à coups de poing sur ma porte. Je courus chercher mon cran d'arrêt dans la chambre et revins à la porte en tenant la lame ouverte derrière mon dos. J'ouvris. C'était le balafré. On aurait dit Mr. Hyde. Ses yeux marrons aux reflets orange roulaient dans leurs orbites dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je vis son paquet de papier abandonné en un tas informe sur le seuil de la porte. Sa main droite était plongée dans la poche de son par-dessus. Je distinguais le vague contour de ce qui aurait pu être un tuyau de plomb ou le canon d'un pistolet. Je calculais mon coup pour le frapper au cœur avant qu'il n'ait eu le temps de sortir ce qu'il avait dans la poche. « Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux » dis-je. « Je suis au téléphone avec mon avocat. Le tribunal vient d'augmenter ma caution à propos d'une histoire de double meurtre. Je suis de mauvais poil et je n'ai rien envie d'acheter. » Il resta immobile à me regarder comme un zombie, couturé de cicatrices. Il baissa les yeux vers la moquette au seuil de ma porte. Je regardais à mon tour. Un papillon rose était tombé par terre, comme une accusation muette. Il gonfla sa poitrine et prit une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à pousser son dernier soupir. Puis il se baissa et ramassa le papillon. L'étrange connard sortit son autre main de sa poche. Des larmes coulèrent de ses yeux oranges tandis qu'il me regardait sans ciller. Ses joues sillonnées de cicatrices tremblaient. Il déchira alors le papillon en laissant tomber sur la moquette de petits fragments de tissu rose. Enfin il fit volte-face et s'en alla. Après avoir refermé ma porte, je m'offris un bon sniff de cocaïne. J'enlevai ma robe de chambre, elle était trempée de sueur. Je pris une douche puis allai m'asseoir dans le fauteuil de Chris devant la fenêtre. Il était encore imprégné de son odeur douce. 1 heure durant, j'entendis de l'autre côté du couloir des sanglots et des gémissements. Le balafré était en train de faire une scène à Chris. Ma montre indiquait minuit. Je n'avais rien mangé depuis que je m'étais levé et je n'avais pas faim. La cocaïne était efficace pour tromper l'appétit. J'espère que Scap ne va pas la buter. Ce serait aussi bête que de faire un feu de camp avec des billets de $100. Si elle n'était pas mariée avec lui et si j'avais un flingue, j'irais la chercher tout de suite. Le téléphone sonna. C'était Silas. Qu'est-ce qui s'est passé, petit? C'est une affaire au lit? Est-ce que le rigolo lui est tombé dessus? J'étais occupé, je n'ai pas eu le temps de t'appeler avant. Je me faisais du souci pour toi. La fille de la réception m'a dit qu'elle t'avait pas prévenu à temps. J'ai fait ce que j'ai pu pour le garder le plus longtemps possible dans l'ascenseur. C'était moins une, Silas. Je suis un Mac, je ne l'ai pas baisé, mais je m'occuperai de toi et de la réceptionniste le week-end prochain quand je paierai mon loyer. Si jamais tu apprends quelque chose sur la fille ou son balafré, dépêche-toi de me rencarder. D'accord, petit, tu me connais. Je sais toujours ce qui se passe dans le coin. Je te tiendrai au courant. Bonne nuit, je rentre chez moi. Je raccrochai et m'allongeai sur le lit. Je me demandais si Max et Blondinet avaient encore coincé la demi-portion dans une allée. Je fumai un joint et m'endormis. La sonnerie du téléphone me réveilla. C'était la demi-portion. Chérie, c'est ton bébé. Il est plus de 2 heures, est-ce que je peux rentrer? Qu'est-ce que tu as comme pognon? 30 sacs, je suis éreinté, mon chéri, je n'ai fait que des nègres. Tu sais à quel point ils sont difficiles et radins. Alors je peux revenir? D'accord, ramène-toi, prends un bain et fais gaffe à ce que tu dis. Ne me fous pas en rogne, j'ai des tas de trucs en tête. Elle avait travaillé plus de 12 heures et elle était vraiment éreintée. Une demi-heure après avoir pris son bain, elle ronflait à côté de moi. Je commençais à m'assoupir lorsque le téléphone sonna. J'allumai la lumière et décrochai. Allô? Chérie, murmura Chris, je ne peux pas te parler longtemps. Leroy dort. Il a trouvé un papillon qui était tombé de mon déshabillé. Il m'a engueulé comme un dingue. Il sait que j'étais chez toi. J'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Ça ne marche pas pour le Big Band. Il a téléphoné pour tout annuler. Il va garder ses musiciens et faire une tournée dans l'Ohio. Son agent lui a dégoté un paquet de contrats un soir dans chaque ville. Et il m'emmène avec lui. Chérie, je ne t'oublierai pas. Je te donnerai des nouvelles. Peut-être qu'il sortira avant qu'on parte demain après-midi. Je trouverai peut-être le moyen de venir t'embrasser. Je t'aime, Blood. Je vais rêver de Mr. Bander jusqu'à ce que... Une fraction de seconde avant qu'elle ne raccroche, j'avais entendu la voix ensommeillée de Leroy qui l'appelait. Je me retournai et regardai la demi-portion. Elle avait la bouche grande ouverte. De la salive lui coulait sur le menton comme de l'écume. Ses cheveux rebelles commençaient à friser sur les côtés. Elle avait besoin d'aller faire un tour au salon de beauté. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
Je suis d'une beauté insolente et je suis là, allongé à côté d'une pute qui a la bave aux lèvres, pendant que de l'autre côté du couloir, le type le plus laid du monde est au pieu avec une fille splendide qui en pince pour moi. Il faut faire quelque chose. Peut-être que quand Chris tapinera pour moi, j'aurai enfin la chance de mon côté. Je ne dormis pas du tout après le coup de téléphone de Chris. La demi-portion se réveilla à midi. Elle alla nous chercher à manger en face et à 2 heures de l'après-midi, elle était dans la rue. Silas téléphona. Il m'annonça que Chris quittait l'hôtel. Je la vis dans la rue avec le balafré. Ils rangèrent leurs valises dans la voiture et partirent. La demi-portion revint à 2 heures du matin avec 20 $ seulement. Elle évitait les michetons blancs à cause de Max et de Blondine. Je n'arrivais pas à lui faire sortir ça de la tête. Elle ne prenait plus que des michetons noirs à 3 ou 5 $ la passe, de peur que Max la chope avec un blanc.